Allez, on parle de bourse. Pour le moment, la semaine dernière reste unique. Cette semaine, on retrouve un peu plus de normalité, un peu moins de volatilité. Tout de même, on est suspendu à un fil, à une décision. Cette suspension des droits de douane américains, notamment de 90 jours. Il doit en rester maintenant 83. Comment fait-on pour traverser au mieux cette période trouble? Eh bien, on demande au plus grand gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock. Et avec nous, Henri Chabadel, le CIO France-Belgique-Luxembourg. Merci d'être avec nous. Bonjour Aude. Quand on a fait un si mauvais début d'année sur les indices actions américaines, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est votre stratégie? Est-ce que vous avez vendu? Est-ce que vous avez racheté? Alors déjà, si mauvais, il faut peut-être nuancer le constat. Moins 5 à moins 13% pour le Nasdaq. Voilà, c'est ça. Mais on a été beaucoup plus bas. Et aujourd'hui, on est en phase de rebond. Au dernier pointage, le S&P 500 est à moins 8 depuis le début de l'année. Moins 8, ce n'est pas tout à fait ce qu'on appelle la zone de correction. C'est assez loin du bear market, même si à un moment donné, on s'en est rapproché entre les plus hauts de février et les plus bas récents. Ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on essaie de faire la part des choses entre ce qu'on peut déterminer de manière certaine, ou en tout cas relativement certaine, et ce qui reste du domaine de la spéculation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est face à une incertitude radicale. Vous l'évoquiez dans votre introduction. Beaucoup de choses dépendent de l'issue des négociations tarifaires que l'administration américaine a engagées avec ses principaux partenaires commerciaux. Tout cela va se décider en gros dans un délai de 90 jours. Et encore, on ne sait pas si ce 90 jours, ça va être plus court ou plus long, ça reste à déterminer. Il faut vraiment faire attention à s'appuyer sur une analyse stratégique du problème et pas se laisser emporter par le bruit des marchés. On a vu que le bruit des marchés pouvait vous emmener 10% plus bas ou 10% plus haut sur une simple nouvelle. Et si vous suivez le bruit des marchés, vous allez passer votre temps à ajuster votre portefeuille. L'analyse stratégique, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, l'analyse stratégique, elle nous dit que quand vous regardez cette administration américaine, aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'objectifs qui sont différents des précédentes administrations, mais vous avez aussi un certain nombre d'objectifs qui sont similaires. Et en particulier, ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'objectif stratégique de réindustrialisation de l'économie américaine, c'est quelque chose qui était partagé par l'administration Biden, qui s'y prenait plutôt au travers de subventions, et qui avait déjà été initié par l'administration Trump 1. Donc c'est quelque chose qui n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la méthode. Au lieu d'utiliser les subventions, on utilise les tarifs, les barrières commerciales. Le changement de méthode a introduit un doute pour les marchés financiers. On n'était pas préparé à ça, peut-être pas suffisamment préparé à cette évolution radicale. Ce doute a conduit à une reconstitution des primes de risque. Vous avez évoqué la baisse des marchés d'actions. Les marchés d'obligataires américains ont aussi baissé, le dollar a aussi baissé. C'est normal, quand il y a de l'incertitude et de la confusion, eh bien, les investisseurs demandent à être mieux rémunérés en compensation de cette incertitude accrue. Donc ça fait partie des données du problème. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde déjà historiquement qu'est-ce qui se rapproche le plus de la situation actuelle. Quand est-ce qu'on a connu une incertitude radicale de cette nature? Et selon nous, le scénario de marché qui s'en rapproche le plus, c'est ce qu'on a connu en 2020, avec la crise Covid. Vous en souvenez sans doute. À l'époque, on avait tous tendance à se transformer en spécialistes des virus. Aujourd'hui, vous entendez beaucoup de gens qui se transforment en spécialistes des négociations internationales. Et nous, à l'époque, on avait dit, c'est pas ça le sujet. Parce que le sujet, finalement, c'est de construire des portefeuilles qui vont être robustes dans un contexte d'incertitude radicale. Parce que vous n'avez que deux chemins de sortie. À l'époque, en 2020, vous trouviez un vaccin ou vous n'en trouviez pas. Il n'y avait pas de scénario intermédiaire. C'est la différence qu'il y a entre un risque que vous pouvez probabiliser et une incertitude qui ne vous permet pas de trouver un chemin médian. Aujourd'hui, l'incertitude radicale, elle est sur le fait de savoir si on va atterrir plutôt autour de 10% plus de barrières commerciales ou plutôt en moyenne autour de 20, 25, voire 30. Et entre les deux, si vous voulez, il n'y a pas vraiment de chemin intermédiaire. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde nos portefeuilles et on regarde s'ils sont robustes dans le scénario positif, finalement la bonne surprise, et s'ils fonctionnent quand même relativement bien dans le scénario alternatif, le scénario finalement extrême à l'opposé. Et ça veut dire que vous avez changé même l'allocation stratégique, normalement ce qu'on bouge finalement très peu, et pas seulement la tactique? Alors sur la tactique, on a été très réactif dans pas mal de portefeuilles parce que quand vous avez beaucoup de volatilité, ça crée des opportunités et donc vous pouvez en profiter quand vous êtes pour acheter ou pour vendre. Globalement, on a en gros autant acheté que vendu. On a pas mal vendu des devises, on a pas mal vendu des taux, on a un petit peu à un moment donné acheté des actions, mais voilà, globalement on a été réactif. Mais tous les investisseurs ne sont pas forcément focalisés sur la tactique. Le plus important, ce qui va déterminer
80-90% du rendement final, c'est l'angle stratégique. C'est finalement comment vous construisez votre portefeuille entre les grandes classes d'actifs, actions, obligataires et autres, et qu'est-ce que vous mettez dedans. Et aujourd'hui, ce qu'on dit nous, c'est que face à un scénario d'incertitude radicale, globalement, est-ce que le scénario central évolue ou pas? Chez BlackRock, si vous nous écoutez, si vous nous suivez, ça fait à peu près 5 ans qu'on dit que le monde est entré, malheureusement pour nous tous, dans un contexte qui est moins favorable à la croissance et plus inflationniste, de manière structurelle. Si je regarde ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, finalement, je trouve un cas de figure qui vient conforter ce scénario central. Donc pour répondre à vos questions, on n'a pas fondamentalement fait évoluer nos allocations stratégiques, parce que finalement, cet épisode vient conforter notre scénario central, qui est celui d'un monde avec moins de croissance et plus d'inflation. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que structurellement dans nos portefeuilles, on a tendance au niveau de la partie obligataire à prendre très peu de risques, ce qu'on appelle le risque de taux, c'est-à-dire de risque sur la partie longue des courbes, parce qu'on voit les taux plutôt monter, on sait que quand les taux montent, le prix des obligations baisse. Une duration courte. Voilà, donc plutôt la partie effectivement courte, duration courte, comme vous l'avez dit, sur la partie obligataire. La partie crédit d'entreprise, parce que les entreprises de signature investment grade ne posent pas de problème particulier dans un monde dans lequel il y a toujours de la croissance, même s'il y en a moins. Et du côté des actions, on sait que quand il y a moins de croissance, d'une certaine manière, chaque point de croissance compte double. Et donc, il faut aller chercher quels sont les réservoirs de croissance sur lesquels vont pouvoir capitaliser certaines entreprises. C'est ce qu'on appelle chez BlackRock les méga-forces. Alors, je sais que ça va être un peu polémique aujourd'hui, mais on en a identifié 5, 6. Parmi elles, la technologie, la digitalisation de nos économies, l'arrivée de l'intelligence artificielle. Vous évoquiez tout à l'heure la Malgré la baisse des géants. Vous évoquiez la performance du Nasdaq. Nous, on considère que cette méga-force n'est pas remise fondamentalement en question. Et c'est un réservoir de croissance supplémentaire pour les entreprises, non seulement qui opèrent dans ce secteur, mais également pour les entreprises qui font partie de l'écosystème qui vont permettre d'accompagner la digitalisation. Donc si vous y croyez, ça veut dire que vous avez renforcé quand ça a baissé? Alors, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut surtout pas évoluer sur la base des évolutions de marché pour alléger. Là, ce qu'on observe, effectivement, ça a été un délestage massif de certains investisseurs. On a plutôt enjoint à nos investisseurs de ne pas remettre en question cette thématique qu'on considère structurelle. Ne pas prendre peur. Voilà, ne pas prendre peur, de garder le cap. Justement, une allocation stratégique, c'est fait pour ça. C'est pour donner un cap à 5 ans, à 7 ans, à 10 ans. Et finalement, pour profiter des conditions actuelles pour éventuellement prendre certains profits. Alors, pour répondre à votre question, oui, dans certains portefeuilles plus tactiques, on a profité des circonstances récentes pour opérer des ajustements, et notamment sur les expositions de type technologique. Néanmoins, de manière globale, il y a eu une énorme fuite des capitaux des actions américaines plutôt vers les actions chinoises ou européennes. Est-ce que ça a été votre cas également? J'aurais pas tendance à dire ça parce que autant on considère l'épisode aujourd'hui qu'on connaît aux États-Unis comme un moment d'incertitude, mais qui va se régler à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que les incertitudes vont finir par être levées les unes après les autres. On ne sait pas comment on va sortir de ce canal, par le haut ou par le bas. Le marché aujourd'hui est positionné, c'est un marché entre des gens qui pensent qu'on va en sortir par le haut et des gens qui pensent qu'on va en sortir par le bas. Cette incertitude, elle peut durer pendant 4 ans? Ah, peut-être pas pendant 4 ans. Ce qui va durer pendant 4 ans, c'est les barrières commerciales. Parce que les barrières commerciales, on sait qu'on va les avoir à minima à 10%. Mais on sait qu'elles peuvent être levées d'un jour à l'autre avec Donald Trump. Ah non, je pense que le seuil minimum de 10%, il est là pour au moins 4 ans et sans doute plus. Et le point d'atterrissage à 10% est aujourd'hui une vue de l'esprit. On atterrira plutôt, dans le meilleur des cas, aux alentours de 15 en moyenne, et peut-être au-delà, le scénario, on va dire, sans doute le plus probable, c'est autour de 20. Mais ce qu'on peut dire, c'est que cette incertitude que l'on connaît aujourd'hui aux États-Unis, elle va se lever progressivement. Et surtout, on a une séquence. Aujourd'hui, les investisseurs ont les yeux fixés sur cette négociation commerciale. Mais cette nouvelle administration américaine, elle a plusieurs angles de réforme. Elle veut faire aussi une réforme fiscale. Elle veut faire aussi une réforme de structure de l'État fédéral. Et donc, il y a un certain nombre de choses qui vont arriver dans le tuyau, qui vont sortir du tuyau et qui vont finalement conduire les investisseurs à modérer leur appréciation globale du chemin de croissance, du chemin d'inflation de l'économie américaine. Le budget notamment qui est en train de se préparer voilà, du côté du Congrès. Et aujourd'hui, ceux qui vous disent qu'ils mettent, je sais pas, 50% de probabilité sur une récession aux États-Unis, en fait, déjà 50%, c'est une pièce qu'on jette en l'air, donc c'est pas une prévision. Et vous, c'est quoi votre prévision? Ben nous, on vous dit, c'est qu'on ne probabilise pas. Vous avez un scénario binaire sur les négociations commerciales, et en revanche, ce qu'on dit, c'est que l'économie américaine, elle est rentrée dans cette phase d'incertitude avec 2,5% de croissance
en rythme. Ralenti de toute manière. Voilà. Donc de toute façon, on va avoir un ralentissement. La question, c'est est-ce qu'on va avoir un demi-point de croissance de ralentissement ou 1% de ralentissement? Peut-être 1,5%. D'accord? Ça, personne ne le sait parce que ça va être fonction, premièrement, de la durée de la négociation et de ce qui va en sortir. Mais en revanche, faire rentrer l'économie américaine en récession, c'est-à-dire 0% de croissance, voire une croissance négative, compte tenu du fait qu'il n'y a pas que cette problématique des barrières commerciales, mais il y a aussi une réforme fiscale qui arrive, qui est en préparation et qui arrive, qui va sortir du Congrès, ça nous paraît quand même assez osé comme scénario. Et est-ce que dans ce genre de situation de marché très incertaine, la gestion passive est pertinente? Alors, la gestion passive, en fait, elle peut avoir plusieurs fonctions dans un portefeuille. La première des fonctions, c'est de faire baisser les frais de gestion. Et de ce point de vue-là, elle n'a pas perdu sa pertinence. La deuxième fonction, c'est d'être un outil de réallocation tactique. Parce que vous pouvez très facilement bouger sur un ETF, sur un produit indiciel, tout simplement parce que c'est traité en continu sur les marchés. De ce point de vue-là, aucune remise en question fondamentale des ETF. Là où il peut y avoir effectivement un questionnement, c'est sur le fait de savoir si la structure d'un ETF construit sur un indice large, un indice qui reflète finalement peut-être un peu plus le monde qu'on a derrière nous que le monde qu'on a devant nous, est toujours aussi pertinente. Là, seul l'avenir le dira. C'est un peu un acte de foi des investisseurs de penser que le monde de demain va être fondamentalement différent du monde d'hier ou au contraire s'il va y avoir des points de similitude. Par exemple, la question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est est-ce que la vague positive qu'on a connue sur le secteur de la tech aux États-Unis est quelque chose qui va perdre en vigueur ou qui va retrouver de la vigueur une fois qu'on sera sorti de ce canal d'incertitude. Nous, on fait plutôt partie de ceux qui pensent que le momentum, la dynamique n'est pas perdue. C'est parce que c'est une force, une évolution structurelle. Et donc on fait plutôt partie de ceux qui pensent que les indices vont pas fondamentalement différer demain de ce à quoi ils ressemblent aujourd'hui. Mais il y a des opportunités. Oui. Il y a des opportunités, clairement. Par exemple, vous voyez, sur le secteur industriel, on sait très bien que les entreprises vont être directement impactées par les barrières commerciales. Je vous disais tout à l'heure, on sait qu'elles vont durer au moins 4 ans, sans doute plus. Les barrières commerciales, ça monte très vite, ça baisse lentement. Donc une entreprise comme Apple, selon qu'il y ait ou non un accord ou une exemption sur les iPhones qui arrivent de Chine, son chemin de croissance des bénéfices est totalement différent. Donc là, on rejoint le point que j'évoquais tout à l'heure, incertitude radicale. Aujourd'hui, personne ne peut prendre une position positive ou négative sur la question. Tout ce qu'on peut faire, c'est être attentif aux nouvelles et s'assurer que dans les portefeuilles, globalement, que la nouvelle soit bonne ou mauvaise, on ne sera pas fondamentalement impacté par un scénario plutôt que par l'autre. Et miser sur les défensives, du coup, par exemple les utilities aux États-Unis, celles qui ne vont pas tellement être impactées par les échanges commerciaux, est-ce que ça vaut le coup? Alors, c'est un choix que font certains investisseurs, on le voit au niveau des flux, notamment sur les produits indiciels. Ce sont plutôt les investisseurs qui cherchent à rendre aujourd'hui leur portefeuille action robuste face à la montée des incertitudes qui viennent impacter certains secteurs. Et en particulier le secteur technologique. Donc nous, les utilities, on les aime bien pour l'aspect notamment énergétique. Quand on parle de digitalisation des économies, on sait que la digitalisation, c'est plus consommateur d'énergie. Et cette énergie, on peut la produire de différentes manières, mais globalement, on a besoin de utilities. Donc le secteur ça peut être l'eau, l'électricité, voilà. toutes ces entreprises voilà, au moins dans la vie des gens. Une partie de ce secteur pour contribuer à cette transition vers la digitalisation. Donc on va être sélectif sur certaines valeurs dans ce secteur, pas forcément toutes, mais effectivement on va sélectionner un certain nombre d'acteurs dans ce secteur. Oui. Et en Europe, qu'est-ce que vous privilégiez? Quel pays, quel secteur? Alors déjà, sur l'Europe, il y a aujourd'hui un débat au sein de BlackRock pour savoir si le départ exceptionnel qu'on a connu et qui s'est un petit peu dégonflé, qui s'est un petit peu dégonflé parce que cette montée des incertitudes, elle a évidemment des effets de ricochet sur les autres économies et donc en particulier sur les entreprises qui se situent en dehors des États-Unis. Eh bien, si l'Europe est bien positionnée pour absorber ce choc. Je vous disais que cette incertitude va avoir un impact négatif sur la croissance. Le point de départ en termes de croissance des États-Unis, c'était 2,5. Mais le point de départ de la croissance en zone euro, c'était beaucoup moins que ça. On était plutôt aux alentours de 0,5 ou 1. Donc si vous avez un impact négatif sur la croissance de 0,5 ou 1%, vous voyez tout de suite que là, le risque de récession est plus important. Heureusement, il y a en Europe des entreprises qui dépendent essentiellement de la croissance globale. Mais cette croissance globale, encore faut-il pouvoir en profiter. Et ce que nous dit l'administration américaine aujourd'hui, c'est que si on veut profiter de la croissance américaine, il faut produire aux États-Unis. Donc là encore, au sein des valeurs européennes, il va falloir faire le tri
entre les entreprises qui peuvent faire évoluer leur chaîne de production de manière à ne pas être trop impactées par ces barrières douanières qui sont là pour longtemps, et celles qui malheureusement ne pourront pas évoluer et resteront essentiellement sensibles à la croissance de la zone euro ou à une croissance chinoise qui est quand même ralentie. Donc il y a quand même des secteurs qui peuvent se démarquer ou... Voilà, il y a quand même, en fait, ce qu'on peut dire par rapport à votre question tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de place, il y a plus d'opportunités pour ce qu'on appelle la gestion active. D'accord ? Parce que globalement, ce choc est un choc structurel qui va conduire certains acteurs à devoir faire des choix, à gérer des transitions. Il y a des gagnants, des perdants. Voilà, il y aura des gagnants, il y aura des perdants, et un gérant actif, il est là pour faire ces choix-là, à votre place, sachant qu'on n'est pas tous aussi bien armés pour prendre cette décision-là. Donc aujourd'hui, peut-être un peu plus qu'hier, dans un portefeuille bien construit, vous devez avoir des expositions à ce qu'on appelle nous les méga-forces, mais vous devez aussi avoir peut-être un peu plus d'exposition qu'il n'y en avait hier à la gestion active. Est-ce que vous voyez des positions agressives sur le marché des gestionnaires qui shortent tel ou tel marché, tel ou tel secteur? C'est des hedge funds généralement qui oui, font ça. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y en a plus que d'habitude? Aujourd'hui, il y a un doute sur le dollar. Fondamental sur le dollar. Plus que, si vous voulez, sur l'économie américaine ou sur les marchés d'actions américains. Je vous disais tout à l'heure, on a un marché US qui est en baisse de 8% en gros depuis le début de l'année. On n'est même pas en zone de correction. Donc oui, il y a eu des ajustements dans les portefeuilles, mais il n'y a pas eu une fuite massive. Si vous regardez le 10 ans américain, il est à peu près à 4,3, 4,4. Au plus bas, là, sur les 6 derniers mois, il a été à 4. Au plus haut, il a été à 4,8. Il est pile poil au milieu. Donc globalement, si vous voulez, on est sur des mouvements de marché, mais qui ne sont pas des mouvements exceptionnels. En revanche, ce qui s'est passé de manière exceptionnelle récemment, c'est la baisse du dollar, en même temps que le marché obligataire américain baissé, en même temps que le marché américain baissé. Et ça, c'est quelque chose qui nous a tous surpris et qui conduit à un questionnement fondamental sur la place du dollar en termes de diversification de portefeuille. Historiquement, on aimait bien le dollar dans les portefeuilles diversifiés parce que quand il y avait un choc, le dollar montait par rapport à toutes les autres devises. Quand on est investisseur européen, ça nous arrangeait. Là, on a eu exactement le contraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui avaient du dollar en portefeuille se posent la question de couvrir leurs expositions dollars, c'est-à-dire de vendre du dollar pour prendre d'autres expositions. Alors, d'autres expositions, ça peut être de l'euro, mais ça peut être du yen, ça peut être du franc suisse, si on parle des devises, et ça peut être de l'or aussi. On voit bien qu'il y a une forme peut-être aujourd'hui de questionnement sur la place du dollar en tant qu'amortisseur de crise par rapport à la place de l'or en tant qu'amortisseur de crise. Même quand on a des actions américaines, on doit se protéger sur la partie dollar parce qu'elle est risquée aujourd'hui. Oui, alors quand vous êtes investi sur les actions, il faut bien être conscient du fait que les entreprises américaines bénéficient d'un dollar qui s'affaiblit. D'accord ? Notamment les exportatrices. Un dollar qui baisse, quand vous êtes investisseur sur les marchés d'actions, même quand vous avez la devise qui baisse, c'est quelque chose que vous allez retrouver au niveau de la croissance des résultats parce que les exportatrices vont profiter de cette baisse du dollar. Mais la question de fond, et on rejoint, si vous voulez, l'interrogation stratégique, l'interrogation structurelle, c'est le fait de savoir si le dollar a connu un coup de mou très ponctuel, conjoncturel, on va dire qui ne change pas la photo globale sur sa tendance d'équilibre, ou si on a assisté à une évolution structurelle et fondamentale. Et donc là, je peux vous dire, en revanche, qu'aujourd'hui, chez BlackRock, on travaille presque que là-dessus, parce que, par exemple, dans un portefeuille diversifié, on avait tendance à être couvert à 50% sur le risque dollar. Dans un portefeuille diversifié, vous avez aujourd'hui entre 30 et 40% de dollars. D'accord ? C'est beaucoup. Historiquement, voilà, on en couvrait à peu près la moitié. Le questionnement aujourd'hui qu'on se pose en interne chez BlackRock, c'est est-ce qu'on doit augmenter le taux de couverture et donc être beaucoup plus vendeur de dollars? Et si on vend le dollar, qu'est-ce qu'on achète en face? Est-ce qu'on achète de l'or? Est-ce qu'on achète du yen? Est-ce qu'on achète du franc suisse? Est-ce qu'on achète d'autres devises qui vont avoir peut-être sous forme de panier tendance à s'apprécier de manière structurelle par rapport au dollar? Voilà, c'est ça les genres de questions qu'on se pose aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup Henri Chabadel d'avoir répondu à nos questions sur Ecorama ce midi. Merci beaucoup. Merci à vous.